Bonjour à tous. Salam alaikum. Me voilà donc dans la troisième séance de notre cours Technologie de Management, la conférence numéro 2. Alors, au niveau de cette conférence, je vais essayer de parler de deux notions importantes pour l'intégration, l'implémentation des systèmes d'information pour le management. Ces deux notions-là sont évolution des systèmes d'information et évaluation des systèmes d'information. Tout simplement parce que ces deux notions sont importantes, parce que la technologie, vous la connaissez, c'est une composante qui évolue très rapidement dans le temps. Et si l'organisation a pris la décision d'intégrer une technologie au niveau de sa stratégie, au niveau de sa structure, elle doit essayer de poursuivre l'évolution de cette technologie et les développements qui seront apportés pour cette technologie afin que les objectifs prévus pour l'intégration de ces technologies-là, de ces systèmes informatiques-là, doivent être atteints de manière optimale, de manière pertinente. D'accord? Donc, j'ai bien vu une relation très importante entre ces deux notions-là, l'évolution des systèmes d'information pour le management ou bien pour la gestion et le concept d'évaluation de ces systèmes-là. C'est pour cela j'ai consacré ce chapitre-là pour parler de ces deux notions très importantes. Avant d'entamer notre chapitre, je vous rappelle que la dernière fois, nous avons parlé de la notion de l'entreprise comme étant un système. On a parlé de l'approche systémique, de l'analyse systémique de l'entreprise. À travers cette approche-là, on a identifié la place du système d'information, du système informationnel au niveau de l'organisation. Par la suite, on a bien expliqué le lien et les différents flux informationnels qui vont exister, qui vont circuler entre le système informationnel et les différents autres systèmes composant l'entreprise. J'ai parlé brièvement des fonctions d'un système d'information et aussi j'ai annoncé les rôles d'un système d'information. Voilà, c'est ce que j'ai un petit rappel, un petit survol sur les dernières notions qu'on a déjà évoquées la dernière fois. Alors, les objectifs de notre deuxième conférence, de notre deuxième chapitre, c'est de montrer l'importance de l'évolution. Alors faites attention ici, ces deux terminologies sont très proches, évolution, évaluation. Donc, montrer l'importance de l'évolution d'un système d'information. Évolution, c'est-à-dire développement, c'est-à-dire développement, amélioration. Je vous donne tout simplement un petit exemple pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par le terme évolution d'un système d'information. L'évolution du système d'information intégré au niveau de l'entreprise, il est très lié au développement technologique, au progrès technologique que connaît la technologie dans le monde. D'accord ? On a parlé que l'entreprise doit faire une veille technologique, c'est-à-dire si elle implante aujourd'hui une composante technologique au niveau de son système, au niveau de sa structure, elle doit poursuivre les évolutions qui se réalisent dans le monde pour cette technologie-là. Donc, je vous donne un exemple très simple. Par exemple,
lors de l'apparition de l'outil informatique, les entreprises ont commencé à intégrer les ordinateurs au niveau de leur structure, donc d'éliminer petit à petit tout ce qui est papier, tout ce qui est collecte, réalisation des opérations de manière manuelle. Et on a essayé d'intégrer ce qu'on appelle la numérisation des données et des tâches administratives au niveau de l'organisation. Donc, par l'intégration de ce hardware qui est l'ordinateur, on a utilisé des programmes tels que le Microsoft Word pour le traitement des demandes, pour le traitement des lettres, pour le traitement des demandes, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? On a utilisé le Microsoft Excel pour l'élaboration de tableaux, pour la réalisation de calculs, pour l'établissement d'une facture. Ok? Ainsi de suite. Par la suite, ces programmes-là ont été éliminés et ont été écartés par l'apparition de nouveaux logiciels, par l'apparition de nouveaux programmes plus développés, plus sophistiqués, plus pertinents, plus efficaces pour l'utilisation de l'organisation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évolution d'un système informatique. C'est ce qu'on appelle l'évolution de la technologie utilisée pour la gestion de l'organisation. Donc, on parle de logiciels sophistiqués. Par exemple, une organisation va donc intégrer au niveau de son administration, au niveau de ses services, un logiciel pour les achats, un autre logiciel pour la comptabilité, un autre logiciel qui va surveiller l'évolution des stocks, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Par la suite, on a aussi pensé à des logiciels intégrés, interconnectés. Donc, on parle de travail en réseau. Donc, tous les services vont être intégrés, tous les services vont être interconnectés grâce à un réseau, d'accord? Puisqu'il est nécessaire que l'information, comme on a dit la dernière fois, l'information doit être disponible, fiable à temps pour tous les utilisateurs. Donc, on a pensé à représenter l'entreprise comme étant un réseau qui est connecté. L'information dont dispose le responsable achat peut être aussi disponible pour le responsable stock pour savoir est-ce qu'on a besoin d'acheter, est-ce qu'on a besoin de produire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est l'évolution de la technologie, c'est l'évolution du système d'information intégré au niveau de l'entreprise, implanté au niveau de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle évolution du système d'information. D'accord? Donc, c'est très important, cette évolution-là, et on va savoir plus de détails au niveau de la première partie de ce deuxième chapitre. Okay? La deuxième partie de ce chapitre et le deuxième objectif poursuivi pour ce deuxième chapitre est de répondre à la question suivante. Comment peut-on évaluer un système d'information? C'est une tâche très importante. Alors, sachez que la décision d'implantation, la décision d'intégration d'un système d'information, c'est une décision d'investissement en quelque sorte. Cette décision-là nécessite beaucoup de temps, nécessite beaucoup d'argent, elle est coûteuse, d'accord? Elle nécessite aussi une acceptation de la part des membres de l'organisation, du personnel, d'accord? Elle nécessite aussi des efforts, donc ex ante, des efforts avant l'implantation et des efforts ex post, donc après cette implantation. Donc, il est donc évident
d'évaluer est-ce que cet investissement est pertinent pour l'organisation ou bien non. Peut-être il va nous engendrer des problèmes, peut-être que le personnel ne va pas accepter cette technologie. Sachez que parfois, la technologie peut même être la source d'élimination de quelques emplois. Donc, en quelque sorte, c'est un changement au niveau de l'organisation. Donc, on doit évaluer l'impact de ce système d'information, de l'évolution de ce système d'information pour notre organisation, pour juger est-ce que cette intégration-là, elle est bénéfique, elle est optimale, elle est pertinente pour notre société ou bien non. Donc, ce sont les deux parties, les deux objectifs que je vais essayer d'aboutir, d'atteindre lors de l'explication de ce deuxième chapitre. Donc, je vais commencer par la première partie, à savoir l'évolution des systèmes d'information. Section 1, évolution des systèmes d'information. Je vais commencer par un petit rappel. Qu'est-ce qu'il veut dire un système d'information? Donc, on sait que le système d'information, il a pour rôle principal de mettre à la disposition de chaque acteur de l'organisation l'ensemble des informations dont il a besoin pour effectuer au mieux son activité. Donc, je suis responsable ressources humaines au niveau de mon organisation. J'ai besoin des informations relatives à mon personnel humain, les qualifications, les compétences, les comptes rendus relatifs au travail de chaque personne, d'accord? Les accidents. Si j'ai des personnes qui ont besoin de formation complémentaire, je dois le savoir, cette information-là, pour pouvoir décider, améliorer mes compétences, motiver les gens qui ne sont pas assez motivés par leur travail, ainsi de suite. D'accord? La majeure partie des organisations se situent dans un environnement économique particulièrement concurrentiel. Bien sûr, on évolue aujourd'hui dans un environnement atroce, dans une concurrence très forte. À ce titre, les organisations doivent adapter leur production et donc leur stratégie de façon à rentabiliser leur activité. Donc, on parle d'un mouvement d'adaptation. Adaptation des produits, des services, de la stratégie, des processus de l'organisation afin de pouvoir tirer la rentabilité recherchée, afin de pouvoir atteindre la performance, la rentabilité recherchée. Donc, l'organisation doit évoluer, en quelque sorte, parce que l'environnement évolue, parce que la concurrence, les autres concurrents sont en train d'évoluer. Si notre organisation ne poursuit pas cette évolution-là, elle va être à la fin de la chaîne. Donc, l'évolution d'une organisation doit se faire sur plusieurs critères, à savoir, l'évolution de l'organisation peut se faire en suivant des perspectives stratégiques ou bien en poursuivant des perspectives organisationnelles ou bien en poursuivant des perspectives technologiques. Au niveau de la stratégie, on doit penser à une évolution au niveau de notre stratégie. On doit penser à une évolution au niveau de notre structure organisationnelle. Si on avait une structure organisationnelle simple, avec l'évolution de notre travail, avec l'évolution du marché, nécessairement, peut-être, on doit penser à une nouvelle structure organisationnelle. D'accord? Aussi, si le marché m'offre de nouvelles technologies,
Donc, je dois penser à tirer profit de ces technologies-là. Je dois penser à intégrer ces nouvelles technologies au niveau de mon organisation. Ainsi, le système d'information utilisé au niveau de l'organisation doit donc intégrer ces évolutions-là. Donc, si j'adopte un système d'information au niveau de mon organisation, ce système-là doit évoluer pour intégrer, pour prendre en considération les évolutions que connaît l'organisation. Alors, on doit essayer donc de discuter un peu ces trois types, ces trois critères d'évolution au niveau de l'organisation, à savoir les évolutions stratégiques, les évolutions organisationnelles et les évolutions technologiques. Les évolutions stratégiques. Donc, chaque organisation doit adapter son activité à l'environnement socio-économique dans lequel elle évolue. Elle doit de plus en plus prospecter de façon à étendre son marché. Donc, comme je l'ai dit, on vit dans un environnement concurrentiel, une économie qui se développe, des entreprises qui offrent tous les jours de nouveaux produits, de nouveaux services, des consommateurs aussi dans les attentes, dans les besoins, dans les préférences, sont aussi volatiles, sont aussi variables, sont aussi qui évoluent tous les jours. Donc, comme organisation appartenant à ce type d'environnement, je dois aussi adapter mon activité à tous ces changements sociaux et économiques. Okay? Chaque organisation, quel que soit un grand groupe, ou bien une petite et moyenne entreprise, ou bien une petite ou moyenne industrie, est confrontée à la mondialisation des échanges. Elle doit y intégrer son activité. Donc, aujourd'hui, avec aussi les échanges mondialisés, aussi avec l'ouverture des frontières, aujourd'hui, depuis longtemps, on assiste à une mondialisation des marchés. Les produits qui nous arrivent de tous les pays du monde, d'accord? Aujourd'hui, on voit bien la concurrence des produits chinois qui ont envahi le monde. Okay? Donc, j'ai pas uniquement, donc, comme organisation, je ne suis pas uniquement confrontée à une concurrence interne, mais je suis confrontée aussi à une concurrence des marchés extérieurs, des organisations internationales qui sont dotées de facteurs de succès autres que ceux dont je dispose. D'accord? Donc, ceci étant, cette réalité étant là, les organisations doivent penser à leur évolution stratégique, leur évolution au niveau des décisions stratégiques. Donc, évoluer leurs produits, évoluer leurs services, offrir des produits qui sont de plus en plus adaptés, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau des rôles des produits, que ce soit au niveau du prix aussi de ces produits ou bien de ces services. Donc, l'organisation est de plus en plus sensible aux évolutions technologiques, tant sur le plan des technologies métiers, c'est-à-dire les outils de production de ces activités. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire technologie métier? C'est-à-dire les outils de production qu'elle va utiliser afin de produire leurs biens et services. D'accord? Les machines, le matériel, que ce soit les technologies d'information et de communication dans l'informatique. D'accord? Que ce soit les TIC, c'est-à-dire technologies d'information et de communication. Les TIC, ce sont les technologies dont on parle, ce sont en quelque sorte le système d'informationnel organisationnel dont on parle au niveau de notre cours. Donc, l'organisation
se trouve sensible aux évolutions technologiques, que ce soit au niveau de la technologie comme étant un facteur de production, que ce soit la technologie comme étant un atout structurel, un outil d'échange d'informations et d'utilisation, d'optimisation d'échange d'informations. Aussi dans le domaine de l'étude et de la recherche, c'est-à-dire non pas uniquement rester à attendre que les autres innovent, que les autres trouvent de nouvelles technologies, l'entreprise va les utiliser, mais aussi on cherche que l'organisation même cherche à améliorer ces technologies-là, cherche à innover cette composante technologique et même à mener des projets d'amélioration des nouvelles technologies suivant bien sûr les attentes, suivant ce qu'elle a besoin, d'accord? Ceci grâce à l'implantation d'un service ou bien d'un département de recherche et développement qui est conçu dans les grandes entreprises, qui est formé par les chercheurs, les ingénieurs, les académiciens, d'accord, les praticiens. Au niveau de ce service-là, au niveau de ce département-là, les innovations émanent, les nouvelles idées émanent, la nouvelle technologie apparaît, d'accord? Donc, bien sûr, cette composante-là ou bien ce département-là ne peut pas être présent pour tout type d'organisation, ça nécessite de l'argent, ça nécessite des fonds d'investissement, ça nécessite des outils aussi personnels, humains, matériels, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que le service de recherche et développement, on le trouve généralement dans les grandes organisations. Et c'est ce département-là qui va nous permettre de voir de nouvelles technologies, de nouveaux brevets, de nouvelles innovations à utiliser pour les organisations. Donc, ce que j'ai à des évolutions techniques, c'est que l'organisation doit suivre les évolutions stratégiques au niveau du marché. Elle doit faire ce qu'on appelle une veille de ces évolutions-là afin de pouvoir suivre tout ce qui est nouveau et intégrer et prendre en considération ces nouveautés, ces innovations technologiques. Le deuxième critère d'évolution, c'est l'évolution organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, l'évolution organisationnelle? C'est-à-dire l'évolution de la structure de l'organisation, l'évolution des méthodes de travail de l'organisation. Donc, c'est dans le but de prendre en considération les nouvelles attentes des clients, les nouvelles attentes aussi de son personnel. Si au début de la création de l'organisation, on avait une petite entité dont les relations étaient simples, dont les relations étaient par exemple verticales, du responsable vers, si j'ai 3 départements, vers les 3 départements et des flux informationnels entrants, c'est-à-dire les feedbacks rentrants, les feedbacks de ces départements vers le responsable, le PDG ou bien le gérant de l'organisation. Après un certain moment, nécessairement, cette organisation-là va se développer. Si j'ai un service client, qui est responsable de mes clients, si j'ai des clients qui vont se développer, donc je dois développer ce service-là, je dois peut-être penser à intégrer de nouveaux sous-services au-dessous de ce département client. Si j'ai par exemple si au début j'ai une organisation qui est implantée dans une zone géographique bien déterminée, avec le développement de l'organisation, avec les résultats obtenus, donc on pense à ouvrir une deuxième filiale dans une
deuxième place géographique, dans une deuxième zone géographique. Donc, nécessairement, la structure de l'organisation va changer. Donc, c'est ce qu'on appelle les évolutions organisationnelles. Donc, c'est l'évolution de la structure de l'organisation, aussi l'évolution des méthodes de travail qui sont incorporées, qui sont intégrées, qui sont adaptées au niveau de cette organisation-là. Donc, suite à cette évolution organisationnelle, on va intégrer de nouvelles contraintes internes pour répondre aux attentes des clients en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et aussi répondre aux contraintes externes, c'est-à-dire s'adapter à l'évolution des marchés, s'adapter à la mondialisation, s'adapter à l'évolution de la composante juridique, des lois utilisées et appliquées dans l'organisation, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous voyez bien que le monde change, l'environnement de l'organisation change et aussi les composantes internes à l'organisation changent. Même les attitudes de notre personnel vont changer suite à l'évolution de l'organisation, suite à une opération, par exemple, tout simplement d'apprentissage. D'accord? Donc, les attentes même de mon personnel, de mes ressources humaines vont changer. Les objectifs changent. D'accord? Donc, je dois m'adapter à ces changements-là par ce qu'on appelle des évolutions structurelles, des évolutions organisationnelles de mon entreprise. Donc, une évolution caractéristique et notable, c'est le passage de méthode de travail par activité. Qu'est-ce que ça veut dire, méthode de travail par activité? C'est-à-dire diviser l'organisation en des activités, d'accord? Par exemple, l'organigramme est formé par un service de gestion de production, un secrétariat, un service comptable, une direction de l'entreprise, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, d'accord? Passer de cette structure-là vers l'intégration de la notion de processus organisationnel qui regroupe un ensemble d'activités et qui est orienté vers une finalité plus globale et logique. Par exemple, on va intégrer ce qu'on appelle la notion de gestion des achats des clients. Cette tâche-là va regrouper les activités spécialisées des services commerciaux, comptables, contentieux, gestion de stock, livraison, etc., etc. Donc, on ne va pas suivre une classification rigide au niveau des tâches de l'organisation, mais on va plutôt parler d'objectifs, de finalités, d'accord? Donc, cette notion-là, cette évolution-là, si on n'intègre pas un processus technologique, une composante technologique appropriée qui nous permet d'intégrer toutes ces composantes-là et qui nous permet aussi d'obtenir le résultat pertinent au moment opportun, on va échouer. D'accord? Donc, le processus technologique, l'évolution de la technologie nous a permis de penser à de nouvelles structures organisationnelles qui vont nous faciliter le travail, qui vont nous optimiser aussi notre travail, qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de manière plus pertinente, plus efficace, plus performante. D'accord? Donc, vous pensez que si j'ai 3 services, service client, service comptable, service achat, chaque service va travailler tout seul et il va nous donner une information ou bien une décision. D'accord? Vous imaginez donc cette situation-là à une deuxième situation où j'ai la possibilité d'intégrer, j'ai la possibilité de réunir
les responsables de ces trois services pour un problème bien déterminé. Donc, ils vont discuter, ils vont partager des informations ensemble, ils vont discuter ensemble pour trouver une solution à une problématique bien déterminée au temps opportun et au moment opportun avec le minimum de coûts, que ce soit coût au niveau des délais, coût au niveau des ressources, coût au niveau du temps perdu. D'accord? Donc, cette intégration-là, cette fusion-là n'est possible que grâce à l'évolution technologique, à l'intégration de processus technologiques qui me permet d'intégrer, de mettre en réseau ces différents services. D'accord? Le troisième critère d'évolution des organisations, ce sont les évolutions technologiques. D'accord? Donc, au niveau de ce type d'évolution, on peut distinguer deux approches pour les évolutions technologiques au niveau des organisations. La première concerne directement le domaine d'activité principal, c'est-à-dire un nouveau logiciel pour la gestion de stock, un nouveau logiciel pour le marketing, un nouveau logiciel pour la comptabilité, ainsi de suite. D'accord? La deuxième approche concerne la communication de l'information vers les acteurs concernés, c'est-à-dire les TIC ou bien les technologies d'information et de communication. Okay. Donc, ces deux composantes sont très importantes. La première composante consiste à réaliser une tâche bien déterminée, de manière informatisée, de manière industrialisée. La deuxième composante me permet de communiquer cette information-là, de faire passer ces informations-là aux gens, aux parties prenantes qui ont besoin de cette information. Bien sûr, lorsque je dis intégration d'une technologie, elle va intégrer ces deux composantes-là. D'accord? L'appel à l'utilisation de nouvelles technologies correspond à l'interaction. Voilà, l'interaction des évolutions stratégiques et organisationnelles qui définissent les nouveaux moyens pour atteindre les objectifs de façon à augmenter la performance, tout en diminuant les coûts et les délais et aussi en assurant une amélioration de la qualité. Maintenant, les clients cherchent moins de coûts, une meilleure qualité parce qu'ils peuvent trouver des services ayant une qualité meilleure avec des prix plus bas. Les services sont offerts, sont possibles, on peut les trouver, ces services ou bien ces produits de manière facile, d'accord? Donc, les exigences, les besoins des consommateurs, les attentes des consommateurs sont élevées, la barre est élevée. C'est pour cela que les organisations doivent s'adapter à ces changements-là et doivent trouver les moyens pour atteindre cette performance-là. D'accord? Donc, les nouvelles technologies ou bien l'évolution technologique, donc, elle peut lier les évolutions stratégiques et les évolutions organisationnelles. D'accord? C'est-à-dire que si on parle d'évolution stratégique, ces évolutions-là sont possibles par l'intégration de nouvelles technologies. Si je parle d'évolution organisationnelle, ces évolutions-là sont possibles grâce à l'implantation, grâce à l'intégration des nouvelles technologies aussi au niveau de l'organisation. Et le but ultime de cette intégration-là, c'est l'amélioration de la performance par la minimisation des coûts et la minimisation des délais aussi de fabrication, de production, et tout en améliorant la qualité, tout en assurant une meilleure qualité pour nos consommateurs. Alors, après avoir parlé des différentes évolutions possibles au niveau des organisations, permettez-moi maintenant de vous parler
de ce qu'on appelle les projets d'un système d'information. Comme je l'ai dit au début de la séance, l'intégration d'un système d'information représente un investissement pour l'entreprise. Et qui dit investissement dit l'implantation d'un nouveau projet. D'accord? Donc, ce projet-là doit être étudié. Je dois faire une analyse de la rentabilité de ce projet-là. Je dois faire en sorte que mon projet soit rentable. Je dois faire en sorte que ce projet-là va m'aider à créer de la valeur pour mon entreprise. Sinon, ce n'est pas la peine d'intégrer ces systèmes-là d'information. D'accord? C'est pour cela que je parle ici des projets du système informationnel, du système d'information. Maintenant, je vais parler des différents types des projets des systèmes d'information. Le premier projet représente l'intégration des évolutions du système d'information. J'ai déjà un système d'information existant et je vais intégrer les évolutions. Deuxième type, projet d'informatisation du système d'information. Donc, je vais informatiser mes processus, je vais informatiser mon travail. Troisième projet, c'est le développement d'une application spécifique. Comme je l'ai déjà dit, par exemple, une application pour le service comptabilité qui va aider les responsables du service-là de traiter les factures, traiter des opérations et élaborer tous les documents comptables, tous les états financiers dont a besoin l'entreprise, donc les comptes, les différents comptes, compte client, compte fournisseur, compte banque, compte caisse, etc. etc. Élaborer, mener le journal, mener le grand livre, l'ensemble des comptes. À la fin de chaque période, que ce soit trimestrielle, semestrielle ou bien annuelle, établir le bilan de l'organisation. D'accord? Toutes ces tâches-là, elles se réalisaient dans le passé de manière manuelle. Donc, on avait des dossiers, des registres manuels au niveau desquels donc, on écrit, on enregistre les opérations faites chaque jour. Pour à la fin, donc, on va dresser notre bilan. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il y a des développements, des applications énormes. Vous pouvez même entrer sur Internet, chercher, par exemple, compta online. Donc, il s'agit des logiciels de comptabilité, des logiciels d'achat, des logiciels de ressources humaines. D'accord? Chaque service peut être doté d'un logiciel qui lui facilite la tâche, qui lui informatise des opérations propres à ce service-là. D'accord? Donc, le fait de développer une application spécifique à un service ou bien un département, c'est un troisième exemple de projet d'un système d'information. Okay. Le quatrième projet possible, c'est ce qu'on appelle l'intégration d'un logiciel. Et je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire l'intégration d'un logiciel. C'est quoi un logiciel? Qu'est-ce que ça veut dire l'intégration d'un logiciel? D'accord? Donc, je vais maintenant expliquer un à un ces projets de système d'information. Intégration des évolutions au système d'information. Donc, comme on a dit au début, le système d'information doit prendre en compte l'ensemble des évolutions de façon à informer, convaincre, former, impliquer chacun des acteurs dans la mise en œuvre des nouveaux projets du système d'information, et ceci quelle que soit la position de l'acteur au sein de l'organisation. Si j'ai intégré un système d'information, donc je dois suivre les évolutions
réaliser. Par exemple, si j'installe un antivirus sur mon ordinateur, chaque fois qu'il y a une mise à jour de cet antivirus-là, je dois la prendre en considération. D'accord? C'est un exemple très simple pour dire qu'est-ce que ça veut dire intégration des évolutions au système d'information. La définition du projet de gestion du système d'information se doit de prendre en compte la gestion de l'infrastructure, la définition des procédures organisationnelles, les besoins et les contraintes. La gestion de l'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, les ordinateurs, les réseaux, les applications, les logiciels, c'est-à-dire les procédures fonctionnelles, les logiciels, etc. La définition aussi du projet de gestion d'un système d'information doit prendre en compte la définition des procédures organisationnelles qui vont s'appliquer au poste de travail, c'est-à-dire définir les acteurs, définir les services, définir les serveurs informatiques. Donc, si j'ai intégré un système informationnel au niveau de mon organisation, je dois savoir, je dois définir le matériel à utiliser. Je dois aussi avoir une idée sur les logiciels, les procédures fonctionnelles que je vais intégrer, que je vais utiliser. Je dois aussi définir les procédures organisationnelles, mon organigramme, mes différents services, mes différents départements, les différentes relations, les différents flux informationnels entre les différents acteurs, entre les différents départements, entre les différents services. S'il y a un service qui doit être mené de certaines préférences informationnelles, je dois le mentionner. D'accord? On a dit, oui, que les flux informationnels circulent entre tous les membres, tous les parties, tous les organes de l'organisation, mais on ne doit pas oublier que aussi il y a des informations privilégiées. Il y a des services qui se dotent de privilèges informationnels. D'accord? Donc aussi, je dois mentionner cette idée-là. Je dois être attentif à ces privilèges-là pour pouvoir, bien sûr, chaque entreprise a des informations secrètes, a des informations que seule la direction doit connaître. Ces informations-là doivent être sécurisées, doivent être donc classées avec un niveau de sécurisation élevé. Donc, la gestion du système d'information aussi doit prendre en considération les besoins et les contraintes en termes de personnel ainsi que de formation à apporter. Voilà, c'est une tâche très importante qu'on doit prendre en considération lors de penser à l'intégration d'un système d'information. C'est le personnel existant au niveau de l'organisation et c'est le fait de penser à une formation de ce personnel-là. L'intégration de la composante technologique au niveau de l'organisation, c'est, comme je l'ai dit, c'est un changement organisationnel apporté par cette intégration-là. Tout changement va engendrer une résistance, d'accord? C'est pas facile de convaincre un agent de vente, voilà, un personnel qui travaillait depuis des dizaines d'années, depuis des années, avec le stylo et le papier, en enregistrant de manière manuelle les opérations d'achat, les opérations de vente, ainsi de suite. Après une période, donc on le dit, ça y est, on ne va plus utiliser le papier, on ne va plus utiliser ce stylo-là, mais on va utiliser une machine, on va utiliser un logiciel. Vous devez savoir travailler sur ce logiciel, voilà les entrées, voilà les sorties, ainsi de suite. C'est pas évident, c'est pas facile, d'accord? Donc, avant d'intégrer cette composante technologique, on doit préparer notre personnel, une préparation de compétences,
D'accord? Peut-être notre personnel n'a pas la possibilité, n'a pas la compétence d'utiliser le matériel informatique, donc on doit le former. Peut-être notre personnel ne sait pas même donc interpréter les sorties de ce logiciel-là. Donc, on doit réfléchir, on doit prévoir les contraintes qu'on va avoir lors de l'intégration de cette nouvelle technologie pour pouvoir gérer, pour pouvoir manipuler, pour pouvoir convaincre notre personnel, nos ressources humaines sur l'importance de cette technologie-là et pour pouvoir tirer profit de cette technologie. Parfois, le succès ou bien l'échec de l'intégration de la technologie est dû à une mauvaise compréhension de la technologie, est dû à une mauvaise manipulation de la technologie, est dû aussi au refus de la technologie de la part du personnel. Donc c'est très délicat l'intégration d'une nouvelle technologie pour un personnel qui n'a pas cette habitude d'utilisation de matériel informatique ou bien de technologies sophistiquées. D'accord? Donc, juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est pas évident d'intégrer une technologie. Il faut réfléchir. Comme je l'ai déjà dit donc, au début de la séance, il s'agit d'un investissement qui est lourd, qui est coûteux, coûteux en termes de coûts, en termes de relations aussi. Aussi, il ne faut pas oublier que parfois le personnel il a peur de cette nouvelle technologie, surtout lorsque on entend que le développement technologique va faire en sorte que l'organisation elle peut se débarrasser de une dizaine de ressources humaines et les remplacer par une machine, d'accord, un robot. Cette peur-là fait en sorte qu'il va y avoir une résistance à l'intégration, à l'application. Donc, notre personnel, il va faire en sorte de bloquer ce changement-là, de ne pas accepter ce changement-là. D'accord? Donc, il faut faire attention à tous ces problèmes qui vont surgir lorsque on pense à l'intégration, à l'implantation d'un système informationnel au niveau de notre organisation. Donc, autant le système d'information est en perpétuelle évolution, autant sa représentation organisationnelle et informatique doit être stable pour les utilisateurs de façon à ne pas déstabiliser l'activité de l'organisation. Oui, c'est une remarque très importante. C'est vrai, autrement dit, je vais la lire autrement. C'est vrai que le système d'information évolue de manière rapide, d'accord? Mais la représentation, bien l'utilisation, bien l'exploitation de systèmes d'information doit être stable au niveau de l'organisation. D'accord? Parce que c'est vrai que le changement, l'adaptation est nécessaire, mais le changement, on ne peut pas réaliser des changements très rapides parce que cette rapidité du changement ou bien l'intégration rapide des évolutions rapides au niveau de l'organisation va déstabiliser l'activité de l'organisation. Donc, si je donne un exemple caricatural, imaginez que chaque mois, on donne une nouvelle procédure de travail à notre employé. D'accord? Est-ce qu'il va accepter ça? Non, il ne peut pas accepter ça. Parce que une nouvelle procédure, elle demande son acceptation. Elle demande une nouvelle... donc, comment va-t-on exploiter cette nouvelle procédure de travail pour mon employé? Okay? Lorsque c'est bon, il a trouvé sa stabilité, c'est bon, il s'est habitué à cette nouvelle procédure, on lui apporte une nouvelle procédure.
Non, c'est pas possible. Donc, ça va engendrer des problèmes, ça va engendrer une résistance, ça va engendrer euh, une inefficacité au niveau de l'utilisation et de l'exploitation. D'accord? Donc, c'est vrai que on doit prendre en considération les évolutions technologiques, mais non pas de manière très rapide, d'accord? Parce que ce qu'on appelle, on doit donc chercher aussi la stabilité. Donc, j'ai une balançoire, d'accord? Je dois vérifier à la fois l'évolution et je dois aussi vérifier la stabilité. Et je cherche l'optimalité entre la stabilité et l'évolution et le fait de progresser avec l'évolution du système informatique. Le deuxième type de projet, c'est le projet d'informatisation du système informatique. Donc, l'approche de la gestion des évolutions du système informatique au travers de sa composante technologique passe par deux choix possibles. J'ai deux choix qui sont confiés le plus souvent à la direction des systèmes d'information, c'est-à-dire la direction qui est spécialisée dans l'application, dans la conception, dans l'élaboration et l'implantation des systèmes d'information. Ces deux choix sont le premier choix, le développement d'une application spécifique, que ce soit le développement en interne dans l'organisation, je vais développer, j'ai les ingénieurs, j'ai les compétences humaines qui sont capables de développer un logiciel pour leur propre organisation. Ou bien aussi, si je n'ai pas ces compétences-là, je peux faire référence à des sociétés externes à mon organisation et des bureaux d'études sont existants, sont multiples, qui vont étudier ma situation, qui vont étudier mes besoins et qui vont confectionner un logiciel, une application qui va répondre à mes besoins. Donc, le premier choix, c'est le développement d'une application spécifique. Le deuxième choix, c'est l'intégration de ce qu'on appelle progiciel. C'est un produit logiciel existant. Donc, cette intégration-là peut se faire de manière... c'est un standard de gestion d'activité, c'est-à-dire, par exemple, les logiciels de comptabilité générale, le logiciel de gestion commerciale, le logiciel de gestion de production assistée par ordinateur, d'accord? Ou bien un logiciel de gestion intégrée, appelé en anglais Enterprise Resource Planning, ERP. Cette notion-là, elle est très connue. Intégration des ERP au niveau des organisations. Cette notion-là, elle est utilisée depuis une quinzaine d'années, d'accord? L'intégration d'un logiciel de gestion intégré, le PGI, logiciel de gestion intégré. D'accord? En anglais, la terminologie anglaise est plutôt utilisée au niveau de notre langage. Le ERP est connu plus que le PGI. D'accord? Troisième type de projet, c'est le développement d'une application spécifique. Donc, la direction du système d'information de l'organisation peut être amenée à choisir le développement d'une application spécifique pour répondre à des besoins concernant le cœur de l'activité. Dans le cas où il n'existe pas de logiciel correspondant sur le marché ou que les spécifications sont trop particulières. Si j'ai des besoins très particuliers pour mon organisation, donc la direction du système d'information peut donc penser, peut me concevoir, ici on parle de conception d'une application spécifique pour mon travail. Donc, le choix d'un développement applicatif spécifique interne ou bien externe dépend tout d'abord de l'existence de compétences, comme je l'ai déjà dit, ou d'un service informatique dans l'organisation. Si j'ai
des compétences humaines, si j'ai un personnel qualifié m'offrir, qui peut donc me concevoir une application, un logiciel, c'est très bien, d'accord? Mais aussi le choix stratégique, c'est-à-dire que comme décision, on a pris la décision de développer nos logiciels, développer nos applications à l'intérieur de notre organisation. C'est-à-dire, les responsables de l'organisation ont une vision stratégique, ont décidé que n'importe quelle application, n'importe quel logiciel à utiliser va être développé à l'intérieur de l'organisation. Ceci a l'avantage de trouver des logiciels qui sont très spécifiques à l'organisation. Aussi, lorsque on va fabriquer, lorsqu'on va concevoir un logiciel, donc je peux bénéficier d'un brevet pour ce logiciel-là, qui peut être, suivant aussi la conception ou la vision stratégique, qui peut être utilisé uniquement, exclusivement au niveau de l'organisation, ou bien il peut être vendu pour d'autres organisations. D'accord? Ou bien une autre vision stratégique qui conçoit ou bien qui pense que on ne va pas consacrer tout un département, tout un service pour ce développement-là, pour le développement technologique, mais on va donc faire recours à des bureaux d'études externes pour la conception de ces applications-là, ces logiciels-là, ainsi que des critères de gestion générale d'un projet, c'est-à-dire le coût, le délai, la qualité. Comme je l'ai déjà dit, un investissement au niveau des applications nécessite beaucoup d'argent, nécessite des délais énormes, donc nécessite aussi des compétences humaines, des ingénieurs, des informaticiens, des chercheurs. D'accord? Donc, suivant la vision, suivant les objectifs de l'organisation, on peut choisir ou bien développement interne ou bien développement externe de ces systèmes d'information. Bien sûr aussi, on ne doit pas oublier la composante de l'expérience. Parfois, les bureaux d'études, étant donné l'expérience qu'ils ont, l'expérience qu'ils accumulent grâce au développement de ces nouvelles technologies, au développement de ces outils technologiques, ils peuvent offrir des outils, des logiciels avec des qualités meilleures que les logiciels développés au niveau de l'organisation. Bien sûr, ceci dépend aussi de la culture de l'organisation, les objectifs et des garanties proposées par les bureaux externes. Si j'ai besoin d'un logiciel propre à moi, si j'ai besoin d'un logiciel que je ne veux pas que d'autres organisations ont, donc, si ce bureau d'études me propose, voilà, me donne la garantie qu'il s'agit d'un logiciel propre à mon organisation, donc je peux bénéficier ou bien je peux me diriger vers un bureau externe, un bureau d'études externe pour lui demander de me concevoir une application informatique, un logiciel informatique qui va répondre à mes besoins. Dans le cadre d'un développement applicatif spécifique externe, le choix pourrait se faire après le dépouillement d'un appel d'offres et reposera sur un contrat qu'on appelle le cahier des charges. Ce cahier de charges va définir les besoins et les contraintes entre le maître d'ouvrage, qui est l'organisation, et le maître d'œuvre, qui est la société qui va me concevoir ce système informatique. Donc, voilà comment se fait le choix, comment se réalise en fait le choix du bureau d'études qui va me concevoir le logiciel demandé.
Dernier type de projet du système d'information s'appelle l'intégration d'un progiciel. Donc, progiciel, c'est la confusion de deux mots, produit et logiciel. Le progiciel, c'est un logiciel spécialisé dans une activité ou une gestion par processus, qui représente une solution standardisée dans son fonctionnement, pouvant être paramétrée en fonction des besoins des différentes organisations qui l'utilisent. Exemple, tous les logiciels de gestion, c'est-à-dire comptabilité, paie, facturation, ou encore les logiciels de gestion de population pour les mairies, la gestion de vidéoclubs, de gestion de construction navale. Tous ces exemples-là représentent ce qu'on appelle des progiciels. Donc, le progiciel propose une gestion par processus qui repose sur la notion de transversalité des activités de l'organisation et de l'approche dynamique de la circulation de l'information entre les acteurs. Ce sont les atouts du PGI, ce sont les atouts de ce produit logiciel. Donc, l'architecture du PGI repose sur une infrastructure globalement réseau, il travaille en réseau, une base de données centralisée, il y a une centralisation de la base de données, un ensemble de modules applicatifs paramétrables utilisant bien sûr la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire des modules applicatifs paramétrables? C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de donner des privilèges pour les utilisateurs, les différents utilisateurs de ce PGI. C'est la même plateforme pour tout le monde, d'accord? Sauf que je vais donner des privilèges pour les utilisateurs, comme le modèle qu'on est en train d'utiliser au niveau de notre université Mid-Ocean. Il y a plusieurs. Le modèle est utilisé par tous les utilisateurs, donc que ce soit étudiants, que ce soit enseignants, que ce soit administratifs, ainsi de suite. Quelle est la différence entre ces utilisateurs-là? Premièrement, il y a des acteurs qui peuvent modifier des fonctionnalités du modèle. Il y a des utilisateurs qui peuvent faire entrer des données sur cette plateforme-là. Il y a des utilisateurs qui uniquement ils ont la possibilité de télécharger des documents. Ok? Même les gens qui ont la possibilité, voilà, les acteurs qui ont la possibilité de changer les données sur le modèle, ils ont des privilèges. D'accord? Donc, ici, ce modèle il est partagé par tous les utilisateurs, mais on a des privilèges, chacun il a un domaine d'activité à qui il peut se référer. Les autres n'ont pas le droit d'accéder à ce domaine-là ou bien à ce champ d'activité-là. D'accord? Donc, une base de données centralisée, un ensemble de modules applicatifs qui sont paramétrables et qui utilisent une base de données, voilà, la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça ce que je veux dire par le terme paramétrable. La vocation, le but d'un PGI, c'est de structurer l'organisation autour de l'utilisation de ce logiciel, uniformiser la représentation de l'information. L'information, elle est uniforme. Donc, on a tout le monde, il a accès à la même information en même temps, bien sûr, s'il a le privilège d'accéder à cette information-là. Aussi, à travers ce PGI-là, on peut augmenter la cohérence et la performance de l'accès à l'information par la réactivité immédiate du système. Donc, grâce à des fonctionnalités introduites au niveau de ce PGI,
le système peut réagir, peut donner des remarques, peut donner, par exemple, j'exécute une opération, je suis donc un responsable de comptabilité, j'exécute une opération d'achat d'un produit X, d'accord? À travers ce logiciel-là, cette opération elle est enregistrée au journal. Les comptes qui ont été déjà mentionnés au niveau du journal vont être modifiés. Le stock aussi va être modifié. S'il y a le système peut répondre de manière instantanée à n'importe quel changement au niveau des composantes de l'organisation. C'est ça la tâche la plus importante. Donc une réactivité immédiate et une circulation fluide immédiate des informations au niveau de n'importe quelle composante de l'organisation. Ce qui fait la force de ce PGI, ou bien comme je l'ai dit en anglais, c'est le ERP. Il est important de ne pas négliger les conséquences de l'intégration d'un PGI sur l'organisation en termes bien sûr de coûts. Les PGI sont en règle générale très chers, une centaine de milliers d'euros. En termes de restructuration de l'organisation autour du PGI, et bien sûr, si je vais intégrer un PGI, je dois penser aussi à une restructuration de l'organisation, je dois penser à une modification de la structure de l'organisation. Aussi des conséquences en termes humains, donc comme je l'ai dit aussi, certains emplois vont être menacés, certains emplois vont être supprimés. Je dois penser à une formation de mon personnel pour savoir comment utiliser ce PGI-là, par une restructuration et l'uniformisation de l'information. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en considération lors de la décision d'intégration d'un PGI au niveau de mon organisation. Et par la suite, lorsqu'on va parler de l'évaluation d'un système d'information, on va faire en sorte, on va parler de ces points-là. Est-ce que vraiment le coût que j'ai payé en termes d'investissement, en termes de coût de ressources humaines, en termes de temps, en termes de délai, en termes de risque, je risque que l'intégration de ce PGI échoue et je ne peux plus donc un investissement qui c'est un risque qui existe, d'accord? Donc je dois réfléchir à tout ça, non pas pour éliminer l'idée d'intégration d'un PGI, non, mais pour prévoir les risques, pour prévoir les obstacles, pour aussi penser aux solutions possibles pour ces obstacles-là, pour ces problèmes-là. Donc, c'est ainsi que l'implantation d'un système d'information se trouve une tâche nécessaire pour toute organisation. On ne peut pas nier l'importance de l'intégration, de l'implantation d'un système d'information. Cette décision doit être menée en parallèle avec des décisions de préparation de l'ensemble des processus organisationnels pour faire réussir cette implantation. Il s'agit d'un travail global, d'un travail commun de l'ensemble des acteurs de l'organisation, depuis la direction vers tous les membres de l'organisation, tous les secteurs de l'organisation, tous les services de l'organisation. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un mouvement de changement dont tout le monde doit être conscient, dont tout le monde doit être convaincu, dont tout le monde doit accepter pour réussir ce changement-là. D'une manière ex post, c'est-à-dire après l'implantation, les responsables doivent penser à évaluer cette implantation afin de juger sa pertinence pour l'organisation et de penser aux corrections nécessaires s'il y en a besoin. Comme tout travail, comme toute
nouvelles tâches à implanter. Donc, on a besoin de faire des suivis, de contrôler cette implantation-là, de voir s'il y a des problèmes qui surviennent lors de la réalisation, lors du déroulement, lors du fonctionnement de ce système d'information. Donc, bien définir les problèmes, bien définir les obstacles, bien chercher ces problèmes-là pour essayer de les résoudre et de les corriger. Donc, c'est ce qu'on appelle mener une veille de cette technologie implantée au niveau de notre organisation. C'est pour cela, ainsi, je peux passer à la deuxième partie de ce chapitre, qui est l'évaluation des systèmes d'information. Ce point-là, je vais le laisser pour une deuxième rencontre, une deuxième conférence. Donc la section 2 fera l'objet de la conférence suivante. Donc je vous remercie pour votre attention, pour votre présence et à la prochaine fois.